Vous pensez évoluer dans la vie, mais peut-être êtes-vous simplement coincé au deuxième stade de votre propre existence. La plupart des gens meurent sans jamais en sortir. Il existe 4 stades psychologiques que tout être humain traverse ou devrait traverser. Mais seule une minorité atteint le dernier, la majorité s'arrête en chemin. D'ailleurs, vous pourriez être à l'arrêt en ce moment tout en croyant avancer. Et pire encore, plus vous passez de temps au mauvais stade, plus votre vie se façonne selon une version déformée de ce que vous devriez être. Dans cette vidéo, vous allez découvrir exactement à quel stade de la vie vous vous trouvez, quels sabotages invisibles vous y maintiennent et comment en sortir. Abraham Maslow, psychologue humaniste du XXe siècle, est surtout connu pour sa théorie de la hiérarchie des besoins, souvent représentée sous forme de pyramide. Né en 1908 à Brooklyn, aux États-Unis, Maslow a consacré sa vie à comprendre ce qui rend l'être humain pleinement vivant. Contrairement à ses contemporains qui se concentraient sur les pathologies, il s'est tourné vers les potentiels humains, explorant ce qui pousse les individus à se dépasser et à rechercher un sens plus profond à leur existence. Sa célèbre hiérarchie propose 5 niveaux de besoins, allant des nécessités physiologiques jusqu'à l'accomplissement de soi. Mais au-delà de ce modèle simplifié, Maslow a progressivement élargi sa compréhension, ajoutant un 6e niveau souvent oublié. L'autotranscendance. Ce dernier dépasse la seule réalisation de soi pour inclure un sentiment d'unité avec l'univers, une perte de soi dans quelque chose de plus grand. Regarder l'évolution humaine à travers le prisme de Maslow, c'est observer un cheminement intérieur, de la dépendance à l'indépendance, puis à l'interdépendance spirituelle. Chaque stade révèle une facette différente de notre humanité, une quête de sécurité, d'amour, d'identité, puis de liberté, d'impact et finalement de transcendance. Cette vidéo explore les 4 principaux stades de la vie humaine selon la vision élargie de Maslow. Non pas comme une simple progression linéaire, mais comme un voyage existentiel que chacun traverse à sa manière. Limitateur. À la naissance, l'être humain est vulnérable, dépendant. Ses premiers besoins, respirer, boire, manger, dormir, sont fondamentaux. Mais très vite, une autre fin se manifeste, celle d'être vu, aimé, accepté. C'est dans ce contexte que naît l'imitateur, le premier archétype de notre parcours existentiel. L'imitateur est celui qui regarde autour de lui pour apprendre à être. Il n'a pas encore trouvé sa propre voie, alors il emprunte celle des autres. Il observe, il copie, il s'adapte. Son besoin fondamental n'est pas encore la liberté, mais la reconnaissance. Il veut appartenir, être accepté dans le groupe, être validé par le regard extérieur. Selon Maslow, une fois les besoins physiologiques et de sécurité satisfaits, les humains aspirent à l'amour et à l'appartenance. Cette étape est cruciale, car c'est là que se forge l'identité sociale. L'enfant apprend qu'il doit répondre à certaines attentes pour être accepté. Il comprend, parfois inconsciemment, que l'amour peut être conditionnel et que le rejet social est douloureux. C'est ici que l'imitateur prend toute sa place. Il se moule dans les modèles familiaux, culturels, religieux. Il porte des masques, adopte des langages qui ne sont pas les siens, dans l'espoir d'être aimé. Il devient ce que les autres veulent te voir. Il réussit à être normal, parfois même admiré, mais au prix d'une aliénation subtile. Il perd de vue qui il est vraiment. Après l'appartenance vient le besoin d'estime. Mais pour l'imitateur, cette estime est encore externe. Il veut être reconnu, valorisé, félicité. Il recherche des titres, des diplômes, des likes, des signes tangibles qu'il a de la valeur. Ce besoin n'est pas mauvais en soi. Il reflète une étape naturelle de croissance, mais il comporte un piège, la dépendance au jugement d'autrui. À ce stade, l'identité de l'imitateur est fragile. Son image de lui-même repose sur ce que les autres pensent. Il vit dans une quête constante de validation, oscillant entre la peur du rejet et le désir de plaire. Il peut devenir perfectionniste, anxieux ou se conformer excessivement. Le regard extérieur devient une cage dorée. Il vit dans une quête constante de validation, oscillant entre la peur du rejet et le désir de plaire. Il peut devenir perfectionniste, anxieux ou se conformer excessivement. Le regard extérieur devient une cage dorée. On apprend aux enfants à suivre les règles avant de les comprendre. Ce processus
bien qu'efficace pour maintenir l'ordre, freine parfois l'émergence de la singularité. L'imitateur excelle souvent à l'école, dans les entreprises, dans les contextes socio-structurés. Il sait ce qu'il faut dire, comment se comporter. Mais une part de lui, plus profonde, commence à se poser des questions. Est-ce vraiment moi ? Suis-je heureux ? À quoi bon tout cela ? Chez certains, cette étape dure toute une vie. Mais chez d'autres, une fissure se forme. Une crise, parfois existentielle, parfois discrète, secoue l'ordre établi. Cela peut être une dépression, une perte de sens, une rupture ou simplement un malaise diffus. Moment marque la fin du règne de l'imitateur. Ce n'est pas encore la liberté, mais c'en est le prélude. La crise ne signifie pas échec, mais maturation. Elle indique que l'âme ne peut plus se contenter de rôles imposés. Elle appelle à autre chose, une exploration, une vérité plus profonde. Dans le miroir, l'imitateur commence à voir les masques. Il se rend compte qu'il a joué un rôle, parfois avec brio, mais que ce rôle ne lui suffit plus. Il réalise que l'estime extérieure ne comble pas le vide intérieur. Ce vide n'est pas un défaut, mais un signal, l'appel à l'authenticité. À ce moment, deux chemins s'ouvrent. Renforcer les mécanismes de défense ou entrer dans l'inconnu. La majorité hésite, recule, rationalise. Mais quelques-uns acceptent le vertige. Ils ne veulent que plus être applaudis pour ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent se rencontrer vraiment. Ce passage de l'imitateur à l'explorateur est souvent silencieux, mais radical. Il ne se fait pas d'un coup, mais il commence ici, quand on ose dire « je ne sais pas qui je suis, mais je veux le découvrir ». L'explorateur. Lorsque l'imitateur dépose ses masques, une phase nouvelle commence. Moins brillante à l'extérieur, mais infiniment plus riche à l'intérieur. C'est le moment où naît l'explorateur, celui ou celle qui ne cherche plus à plaire, mais à se trouver. L'explorateur ne sait pas encore où il va, mais il pressent qu'un monde l'attend, au-delà des rôles et des attentes. Il quitte les sentiers battus, remet en question les vérités apprises, prend de la distance avec ce qui autrefois le définissait. C'est un moment de vide, parfois effrayant, mais porteur de promesses, celle de l'authenticité. L'un des premiers élans de l'explorateur est la liberté. Non pas une rébellion aveugle, mais un besoin viscéral de décider par lui-même, d'expérimenter, d'échouer même, mais en conscience. Il veut sortir du moule, il interroge la tradition, la famille, la religion, les dogmes culturels. Il n'attaque pas nécessairement, il questionne, il cherche la vérité, sa vérité. Ce désir d'émancipation s'accompagne souvent de solitude. L'explorateur peut sembler marginal, incompris. Il n'est plus l'élève modèle ni le professionnel accompli. Il entre dans une zone de brouillard où les anciennes certitudes ne tiennent plus et les nouvelles vérités ne sont pas encore là. Ce flou est fertile, c'est le creuset de l'individu. Dans cette phase, la créativité devient centrale, pas nécessairement artistique, mais existentielle. L'explorateur crée de nouvelles manières de vivre, d'aimer, de penser. Il invente ses valeurs, redéfinit le succès, remet en question la norme. Cette créativité n'est pas égoïste, elle est vitale. Elle reflète l'émergence de l'être unique en chacun. Maslow identifie cette étape comme le début de l'autoréalisation. Ce n'est pas encore la pleine réalisation, mais une orientation vers elle. L'individu commence à aligner sa vie avec ce qui le fait vibrer intérieurement, plutôt qu'avec ce qui est valorisé extérieurement. Ce chemin n'est pas sans coût. L'explorateur doit parfois rompre avec un métier, une relation, une identité, voire une vie entière qui ne résonne plus. Ces ruptures ne sont pas toujours spectaculaires, mais elles sont profondes. Elles marquent la fin d'un cycle et le début d'un autre. Libéré de certaines chaînes, l'explorateur découvre aussi la peur de l'inconnu. Il n'a plus les anciens repères, mais il n'a pas encore trouvé les nouveaux. C'est une phase de transition, souvent marquée par l'errance, la recherche, la confusion. Mais dans ce désordre naît peu à peu une cohérence plus vraie, une cohérence intérieure. L'un des grands moments de l'explorateur est la rencontre avec soi-même. Pas avec l'image de soi, mais avec le noyau vivant de l'être. Cela peut se produire à travers une passion, un engagement, une méditation, un choc de vie. Quelque chose le ramène à l'intérieur, là où il se sent vivant, aligné, présent. À ce stade, l'individu commence à se percevoir comme source de sens. Il comprend que la vie ne lui impose pas un rôle, mais lui offre un espace de création. Ce retournement de perspective est libérateur,
Il cesse de chercher une mission extérieure et commence à vivre en accord avec son essence. Mais l'explorateur n'est pas une fin en soi. Il est une transition nécessaire, une phase d'introspection, d'expérimentation et de redéfinition. Tôt ou tard, l'appel d'une vie plus grande résonne. L'explorateur sent que ce qu'il découvre n'est pas seulement pour lui, que cette vérité, cette liberté, cette profondeur intérieure veulent s'incarner, servir. C'est là que s'amorce un nouveau tournant. L'autoréalisation n'est plus seulement une aventure intérieure, elle devient un pont vers le monde, vers les autres, vers un engagement au service d'un bien plus vaste. Le martyr. Une fois que l'explorateur a découvert sa voie intérieure, un nouveau besoin émerge, plus vaste, plus humble. Contribuer, l'autoréalisation ne suffit plus si elle reste enfermée dans le développement personnel. Elle aspire à se donner, à se relier, à avoir un impact réel sur le monde. Il ne s'agit pas ici de souffrance inutile, ni de victimisation. Le martyr, dans ce contexte, incarne une posture d'engagement radical où l'individu met ses dons, son énergie, son être au service d'une cause plus grande que lui. Il ne cherche plus à se réaliser pour lui-même, mais à réaliser quelque chose par lui-même, pour le collectif, pour le vivant, pour l'avenir. Le martyr est celui ou celle qui a trouvé une direction claire. Il ne cherche plus qui il agit. Il a traversé les doutes, les quêtes, les contradictions, et il choisit maintenant de se consacrer. Ce choix n'est pas toujours rationnel, il naît d'un appel intérieur, d'un sens vécu, parfois d'une révolte face à l'injustice, parfois d'un amour profond pour l'humanité. Il peut devenir soignant, militant, enseignant, artiste engagé, parent dévoué. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est le feu. Une intention pure, enracinée dans l'expérience et l'alignement, le pousse à avancer, même au prix de l'inconfort. Maslow a souvent évoqué que l'autoréalisation ne signifie pas une existence égoïste. Au contraire, les personnes réellement accomplies se dépassent. Elles éprouvent une joie profonde à aider, à transmettre, à construire. Pour elles, le service n'est pas un devoir moral, mais une expression naturelle de leur être. Le martyr incarne cette maturité. Il n'agit pas pour être vu, mais parce qu'il ne peut faire autrement. Il a vu la souffrance du monde, l'absurdité de certains systèmes, l'urgence de certaines causes. Il a aussi vu sa propre capacité à répondre et il choisit d'y répondre pleinement, souvent au prix de son confort ou de sa sécurité. Le mot des martyrs évoque souvent la douleur et la perte, l'abnégation. Mais ici, le sacrifice est conscient. Il ne s'agit pas de s'oublier, mais de s'inclure dans quelque chose de plus vaste. Le martyr n'est pas celui qui se nie, mais celui qui transforme son moi en outil d'action, en canal de transformation. Il peut vivre des fatigues, des déceptions, des luttes intérieures, mais il sait pourquoi il continue. Il a une boussole morale, une vision, une foi. Il sent que ce qu'il fait compte, même si personne ne le voit. Le martyr n'agit pas pour la gloire personnelle. Il agit pour laisser une trace utile, pour créer des ponts, pour que d'autres puissent aller plus loin. Il devient souvent un guide, un mentor, une référence. Non pas parce qu'il le cherche, mais parce que sa cohérence attire. Il comprend que le vrai changement ne vient pas seulement des idées, mais des vies incarnées. Et il incarne, avec ses forces et ses limites, une manière d'être qui inspire. Mais ce chemin a un prix. L'engagement profond peut isoler. Le martyr ressent parfois l'incompréhension, le découragement, l'ingratitude. Il donne beaucoup, reçoit peu. Il peut douter. Est-ce que cela en vaut la peine ? Pourtant, il continue. Non par devoir, mais par fidélité à ce qu'il est devenu. Ce dépassement de soi n'est pas la fin, car un autre passage attend, plus silencieux, plus invisible, celui de l'abandon du soi. Quand l'ego, même utile, commence à s'effacer dans une conscience encore plus vaste. Le mortel. Après avoir exploré, construit, agi, l'être humain se trouve face à une réalité inéluctable, sa finitude. L'ego, aussi raffiné soit-il, rencontre ses limites. La quête de sens, de reconnaissance, de transformation extérieure ne suffit plus. Le mortel n'est pas celui qui meurt au sens biologique, mais celui qui accepte profondément sa condition d'être passager, vulnérable, inscrit dans un tout plus vaste. Il ne cherche plus à laisser une trace, il cherche à se fondre dans la vie.
Il n'a plus besoin d'être quelqu'un. Il devient espace, présence, souffle. Cette étape est marquée par le détachement. Non pas un rejet du monde, mais un relâchement de l'identification. Le mortel ne s'accroche plus à l'image de soi, au titre, au rôle. Il peut continuer à agir, mais il n'agit plus pour être. Il agit par amour, par intuition, par simple élan de vie. Le besoin de contrôler, de comprendre, de maîtriser s'adoucit. Le mortel entre dans une relation d'abandon actif. Il vit chaque instant comme un don. Il embrasse l'incertitude, la fragilité, l'éphémère. Il n'a plus peur de tomber, car il sait que tomber fait partie du mouvement. C'est souvent à ce stade que surgissent des expériences de connexion mystique, de contemplation, d'unité. Le mortel ne cherche plus Dieu dans les livres, ni dans les doctrines. Il le ressent dans le silence, dans le vent, dans le regard d'un enfant, dans la respiration. Maslow a appelé cela l'expérience de l'autotranscendance, un moment où l'individu dépasse les frontières de son ego pour se fondre dans une conscience universelle. Ce n'est pas un concept, c'est une expérience directe, d'unité, de paix, de présence. Ceux qui vivent cela parlent souvent d'un amour inconditionnel, d'une absence de peur, d'un sentiment d'éternité dans l'instant. Ce ne sont pas des hallucinations, mais des éveils, des souvenirs de ce que nous sommes au-delà des formes. Le mortel ne cherche pas à être un maître. Il n'enseigne pas, il incarne. Sa simple présence apaise, inspire. Il ne donne pas de réponse, il écoute, il ne dirige pas, il accompagne. Son legs est souvent invisible. Il plante des graines dans les cœurs, il ouvre des espaces. Le mortel n'a pas besoin de reconnaissance ni de monument. Il sait que la vraie transformation est subtile, lente, souterraine. Il a confiance, il a foi.